Welfar. Bonjour, comment ça va? Bonjour à tous les téléspectateurs, voilà. C'est un plaisir de te recevoir. En tout cas, il est partagé. Welfar, dis-moi, est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où l'inspiration est en berne? Ouais, tu n'es pas inspiré? Je pense que ça arrive à tous les artistes. Mais on se laisse aller, hein. Quand on sent qu'il n'y a pas d'inspiration, on se repose, on fait autre chose, on essaie de s'occuper. Parfois l'inspiration, elle arrive au moment où on l'attend le moins. Donc voilà. Et aujourd'hui, l'inspiration est là. C'est pourquoi nous avons pris rendez-vous pour échanger avec Welfar Kaya et pour ceux qui ne le connaissent pas, faire amplement connaissance. On va changer le décor? Il n'y a pas de souci. Merci, à tout de suite. Welfar, dis-moi, qui es-tu véritablement? Qui est Welfar Kaya pour une personne qui le découvre pour la première fois? Welfar Kaya, c'est un artiste humoriste congolais de Brazzaville, voilà, qui évolue dans l'humour, ça fait quelques années. Donc j'essaie de faire mon chemin. C'est vrai que j'ai beaucoup tourné en Afrique et maintenant j'essaie de conquérir un peu le public en Europe. Voilà. Quand as-tu fait tes premiers pas? Alors, oui. J'ai commencé il y a quand même longtemps, en 2014. D'accord. Mais 2014, c'était en tant qu'humoriste amateur. On était dans un groupe, on avait formé un groupe à l'image du Jamel Comedy Club. Le groupe s'appelait Brazza Comedy Show, qui existe toujours d'ailleurs. Donc au début, on faisait la reprise des sketchs des professionnels. C'est véritablement vers 2016 que j'ai commencé en tant qu'humoriste. J'ai commencé à écrire mes propres textes, j'ai commencé à les exposer, à jouer un peu à l'Institut français et dans certaines salles à Brazzaville. Né dans un pays qui n'est pas forcément réputé comme un pays de l'humour, comment t'es-tu venu l'idée de te consacrer à cet art? Bon, il faut commencer dès le départ parce que moi, dans mon enfance, j'étais un garçon très timide. Et timide au point d'inquiéter mes parents. Donc un prêtre avait conseillé à mon père de m'inscrire dans une école privée catholique où les enfants avaient la possibilité d'apprendre du théâtre scolaire. Donc je l'ai fait à l'école primaire, j'ai fait au collège. Au lycée, j'ai commencé avec le conte. Je faisais aussi un peu du théâtre scolaire, j'ai commencé avec le conte. Et c'est après l'université, disons le phénomène d'Internet, la télévision, on voyait maintenant des spectacles, on avait la possibilité de voir les spectacles de Jamel, des Ivoiriens, comme les Gourou et autres. Oui. Donc on voyait tout ça à la télé et ça nous a donné envie de... Il faut dire que je suis quelqu'un qui aime rire et voir les gens rire autour de moi. Donc chaque fois que tu fais des choses qui font rire les gens, c'est l'envie... Ça continue quoi, plus les gens rigolent à tes blagues, plus tu as envie de continuer, donc voilà. Est-ce qu'au sein de la famille, certains, que ce soit les membres de la famille ou des amis, avaient remarqué ton côté humoristique, drôle, poil à gratter? Beaucoup plus au lycée, au lycée. Bon, au collège c'était des amis à l'école, mais au lycée je me suis vraiment ouvert. Du coup, voilà, les proches, ils savaient que j'avais ce côté-là de faire rire. Mais certains ne voulaient pas forcément m'encourager à aller dans cette voie-là. Parce que nous, c'est... on va souvent sur l'idée que la réussite, c'est au niveau de l'école, l'école. Certains ne savent pas qu'il y a aussi des cours d'humour, il y a aussi des cours de stand-up. Donc voilà un peu. Mais il y a des gens qui ont remarqué quand même ça, que j'avais ce talent-là de faire rire les gens. Et après cette expérience du Brazza Comedy Show, vous vous êtes retrouvés sur les scènes, ici en Europe, en Afrique. Qu'est-ce qui vous a propulsé? Partir de Brazzaville et devenir cet humoriste qu'on voit sur les différentes scènes internationales? Brazza Comedy Show, nous avons fait quelques scènes à Brazzaville, nous-mêmes, nos propres organisations, on a invité des amis, des gens qu'on connaissait, et ainsi de suite. Et c'est quand Valérie Ndongo, un humoriste camerounais, qui est un mentor aussi, un grand frère, est venu à Brazzaville pour son spectacle. Il a fait ce qu'on appelle des ateliers d'humour, donc c'est là qu'il me découvre un peu. Et il me dit, bon voilà, quand je vais commencer mon projet de Africa Stand Up, je te ferai, pas commencer,
Et quand je vais relancer mon projet de Africa Stand Up, je le ferai venir au Cameroun. Et après, il venait d'avoir un contrat avec Canal+. D'accord. Donc ces émissions devaient être diffusées sur Canal+. C'est là que voilà, les gens, même certains au Congo-Brazzaville m'ont découvert à travers Canal+. Voilà. Et toute l'Afrique d'ailleurs. Et cette rencontre avec Valérie Ndongo t'a mis le pied à l'étrier sur le plan professionnel. Ouais. Et aujourd'hui, tu te retrouves en France, Wefar. Dis-nous, qui écrit tes sketchs? C'est toi-même ou tu collabores avec d'autres auteurs? Pour l'instant, j'écris mes sketchs seul. Je trouve les idées seules pour l'instant. C'est vrai que c'est toujours important d'avoir une équipe, des gens avec qui vous quelques Maintenant, c'est vrai que j'ai un manager et j'ai un metteur en scène qui m'aide un peu sur quelques trucs. Mais voilà, je n'ai pas encore de co-auteur ou d'auteur. Donc je fais tout seul. Qu'est-ce qui est difficile dans ce métier? C'est tout en fait. Tout est difficile. Commencer par l'idée, trouver une idée, parce qu'on peut se dire... je vais écrire un sketch sur le mariage, mais on n'a pas forcément d'idée. Et même quand on trouve l'idée écrire sur le mariage, il faut prévoir le rire du public, il faut prévoir que là ça peut faire rire. Et même quand on prévoit que ça va faire rire, sur scène, parfois ça ne fait pas rire. Et quand on est sur scène, il faut savoir si ça ne fait pas rire, comment faire pour s'en sortir. Donc pour moi, c'est de l'écriture au rendu, c'est difficile. Mais voilà, on remercie Dieu qu'on arrive à captiver le public, quoi. Et comment sens-tu, par exemple, qu'un sketch va marcher? Tu finis d'écrire, tu essaies par rapport, tu testes avec quel public, hein, tes proches, ou c'est un sketch qu'on découvre tous sur scène? Alors il y a plusieurs façons de tester un sketch, parfois avec les amis, parfois avec sa femme, ses enfants à la maison. On le fait sous forme d'une histoire, on fait comme si on racontait une histoire qu'on a vue à la télé ou je sais pas où. Après, on peut aussi tester ses blagues dans des comédie clubs, dans des petits plateaux d'humour, où avec un public restreint, 15, 20 personnes, on essaie le sketch. Si on sent que ça ne marche pas, ben on essaie d'améliorer ou encore on le met carrément de côté. Mais une idée qui ne marche pas aujourd'hui peut marcher demain. Parfois, on trouvera plus d'idées. Donc voilà, on le teste avec notre entourage. Il y a même des idées aussi qui sont testées dans des grandes salles comme ça. C'est pour ça que beaucoup d'humoristes qui font des tournées suivies d'une captation vidéo, un spectacle qui va être mis en ligne, ils commencent par jouer le spectacle un peu partout, dans les salles, sans captation vidéo. Et une fois qu'il a réalisé pas mal de spectacles, il vient maintenant programmer un jour pour faire la captation vidéo. Là, il est sûr que telle blague marche, telle blague ne marche pas, telle blague, on peut l'enlever. Voilà, c'est comme ça. Et dans tes sketchs, dans tes spectacles, on sent une interaction avec le public. Ouais. Il y a beaucoup d'improvisation. Oui. Est-ce que c'est facile pour un humoriste, hein, quand tu es sur scène, tu as ton sketch en tête, et par rapport au mouvement qui se passe dans la salle, d'improviser quelque chose? C'est pas toujours évident, mais c'est vrai que quand une improvisation est réussie, c'est très bien, ça donne vraiment, ça fait vraiment réagir le public. Mais on déconseille toujours aux jeunes humoristes de s'hasarder sur ce terrain-là parce que ça peut te faire perdre. Ça peut te faire perdre le fil d'idée. Donc c'est toujours important de rester concentré sur son spectacle. Maintenant, il y a des événements qui se passent pendant le spectacle qui sont imprévus, totalement imprévus. Et tout le monde voit que voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Comme un couple qui sort ou un enfant qui pleure. Un couple qui sort devant tout le monde. Parfois, on se sent obligé de dire quelque chose pour ne pas que ça passe comme ça. Donc, il faut vraiment faire attention. On dit toujours que la meilleure improvisation est toujours préparée. La majorité des scènes improvisées sont préparées. On sait que s'il y a telle réaction, je peux réagir comme ceci, je peux réagir comme cela. Et il y a A, il y a B, il y a C, et ainsi de suite. On prévoit toujours un plan B, un plan C. Voilà. La meilleure improvisation est toujours préparée. Et toi qui touches tous les publics, toutes les races, tu grattes un peu tous les milieux, comment tes spectacles
sont-ils perçus dans les différentes scènes? S'il y a une comparaison à faire, quand Welfare se produit en Afrique, quand il se produit ici en Europe, comment perçois-tu les deux publics? Le public européen, le public africain ou le public congolais? Pour moi, après je fais pas de comparaison. Je pense que tous les publics sont des bons publics. Il suffit juste de les faire retrouver dans ce que tu racontes. Oui. Donc après, il y a parfois une différence dans la façon de percevoir les choses. Il y a des thèmes qui vont facilement passer en Afrique, qui ne vont pas passer ici. Comme ici, il y a des thèmes qui vont passer ici, qui ne vont pas passer là-bas. Et comme on a l'habitude de dire, on rit souvent des mêmes choses, mais c'est la façon dont on aborde les sujets qui diffèrent. Donc pour moi, je pense que tous les publics peuvent être meilleurs si ils se retrouvent dans ce qu'on dit réellement. Après, il y a une chose que j'aime en Afrique, c'est les gens, ils adorent se lâcher. C'est-à-dire que quand un Africain est dans une salle de spectacle pour suivre l'humour, quand il s'agit de rire, il ne fait pas semblant. Il rigole, mais jusqu'à tomber par terre, tout ça. Et il y a aussi une chose, c'est que parfois, dans certains endroits en Afrique, les gens peuvent se lever et te donner l'argent pendant que tu fais, alors qu'on ne voit pas ça ici. Ici aussi, les Blancs, moi j'allais dire, je finis d'abord avec les Africains, c'est que quand c'est nul aussi, l'Africain, il te regarde, il peut te dire que c'est nul. C'est nul. Oui. Il peut te dire non, il ne connaît pas, il faut le sortir, tu vois. Par contre, ici, les gens, ils savent encourager dans le sens où, même quand tu n'es pas bon, ils applaudissent. Ils peuvent vraiment t'aider dans ce sens-là. Quand on dit applaudissez pour recevoir un tel, ils jouent le jeu, ils savent jouer le jeu. Donc tous les publics, je dis, ils ont un côté bien. Et voilà, si on sait les faire retrouver dans ce qu'on raconte, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Et dans les sketchs, tu observes beaucoup autour de toi? Oui. Tu t'inspires de tout ce qui se passe? Oui. Et moi, souvent, je trouve des nouveaux sketchs pendant les shows. Surtout les shows qui tirent en longueur. Où en regardant les autres humoristes. Dès qu'il y a quelque chose, pas forcément les autres humoristes, mais même le public, pendant que je suis en train de jouer, pendant qu'il y a un qui joue avant moi, j'observe le public, il y a un truc qui s'est passé, voilà, je peux aussi réagir par rapport à ça. Donc je regarde beaucoup, c'est vrai que je suis très observateur quand même. Très observateur. Welfare, dis-moi, tu cours toujours? Depuis que tu es arrivé en France, tu as constaté que les gens couraient dans les gares et toi aussi tu cours, tu te retrouves dans un sens ou dans un autre. Je veux bien savoir aujourd'hui si tu cours toujours. Ici, il faut toujours courir. Pour rien, on est stressé, pour rien. Pour un rien, on est stressé, on a 5 minutes de retard, c'est comme si c'était 50 minutes de retard. Donc les gens, ils courent parfois sans aller quelque part. Je ne sais pas si c'est peut-être le mode de vie où les gens, ils veulent être à temps, ils veulent être pressés. C'est comme ça. Nous, au Congo, il y a un truc qui, ça me manque beaucoup, que j'aime bien, c'est que, voilà, on sait que quand une fête est annoncée à 16 h, oh, c'est l'heure des Blancs, c'est l'heure, 16 h, on va commencer même à 18 h, donc moi, je peux quitter à 17 h, tout ça. Donc, on sait qu'il faut toujours laisser une marche dehors, même de 2 h. Ici, quand on sait que le rendez-vous à 15 h, dès 14 h, 13 h, la personne commence à bouger, tout ça. Donc, quand on est ici, voilà, on est obligé d'être à temps, c'est comme ça. Et c'est un mode de vie qui est comme ça, il faut être à temps. Il faut être à temps. Et dans le milieu de l'humour, dans les différents sketchs, ces derniers temps, on parle beaucoup de plagiat. Ouais. Il y a plusieurs jeunes humoristes qui en ont été victimes. Il y a certains grands aussi qui sont victimes de ce phénomène. Et comment le perçois-tu et as-tu déjà été victime d'un plagiat? Bien sûr, bien sûr. Malheureusement, c'est compliqué avec le monde actuel, le monde des réseaux sociaux, des médias. Nos sketchs, pour qu'on se fasse connaître, on est obligé de mettre les sketchs sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, Instagram. Et ça fait que il y a quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, qui est au Gabon, qui regarde mon sketch. Il sait que bon, ok, Welfare n'est pas là pour le moment. Moi, je peux prendre le sketch, je le joue. Certaines personnes n'ont pas encore vu ça, donc je peux le jouer. Et une fois que moi j'arrive au Gabon, les gens vont croire que c'est moi qui ai pris chez l'humoriste gabonais, alors que c'est juste un exemple, hein, c'est pas pour dire que les Gabonais ont pris mes sketchs. Mais c'est vraiment dommage
que d'autres personnes, que certaines personnes se comportent comme ça, c'est vraiment dommage parce que je dis toujours que l'humour est un travail qui est vraiment difficile. Commencer par trouver les idées et le rendre, c'est vraiment, vraiment difficile. Donc quelqu'un qui dispose de son temps, quelqu'un qui perd son temps, qui s'assoit pour réfléchir, trouver une idée et ne pas pouvoir bénéficier de son idée, limite c'est méchant quoi, limite c'est méchant. Et souvent ceux qui font ça, il n'y a pas que, c'est souvent parfois les humoristes qui sont connus, il n'y a pas que les humoristes qui sont connus. Moi on m'a déjà fait ça et je connais ces gens-là qui ont fait ça. Il n'y a pas que ceux qui sont connus, il y a aussi des jeunes humoristes qui peut-être n'ont pas d'idée, veulent prendre les sketchs des gens et puis les jouer. C'est vraiment pas cool quoi. Et comment se protéger de ce phénomène? Bon, parce que vous avez expliqué à Welfare, tu nous as expliqué que quand tu conçois un sketch, il y a plusieurs tournées, tu l'essaies dans les salles et tout pour voir comment le public réagit avant de faire des captations. Maintenant, pour protéger ton œuvre, quelle est la démarche à suivre pour ne pas subir de plagiat? C'est à nous-mêmes de le faire. De toute façon, aujourd'hui, c'est comme je dis, c'est difficile d'éviter le plagiat à 100%. C'est difficile parce que les gens vont toujours voir les sketchs. Il y a des sketchs que nous, on aura fait publier et puis ça ne marche pas, personne ne voit ça ou ça fait pas... Donc c'est vraiment difficile. Maintenant, il y a une méthode, c'est qu'aujourd'hui, il y a des organes de protection et autres. Il faut protéger ces sketchs. Et après, quelqu'un qui est, c'est pas au fin fond du Congo, c'est pas où, qui utilise mon sketch, je n'ai pas la possibilité d'aller voir cette personne. Et même si je poursuis la personne qui est, c'est pas un caïd, il faut que la justice aille là-bas, l'arrêter, tout ça, c'est très long. Donc, il faut dire que c'est difficile, mais on essaie avec les organes de régulation qui sont là de protection. On essaie de protéger nos sketchs. Après, une chose, c'est que dans les salles, quand on fait des spectacles, il faut éviter, il faut interdire carrément les téléphones, parce qu'il y a des gens qui filment, qui viennent suivre un spectacle, au lieu de suivre uniquement le spectacle, prend son téléphone, filme tout ce que tu fais, et tu es surpris, avant même que toi tu publies ton sketch, on met sur Internet avec la qualité qui va avec, la mauvaise qualité, filmé par téléphone et autres, ça va, ainsi de suite. Donc, soit on interdit les téléphones dans les salles, on attend que sa vidéo soit totalement prête pour pouvoir la mettre en ligne. Et voilà. Mais c'est difficile vraiment de... C'est la même chose même avec les chaînes de télévision, c'est vraiment difficile quand même. Et dans le cadre du métier que tu fais, Welfare, est-ce que Internet c'est un appui, c'est un avantage ou ce côté plagiat, enfin c'est toi qui vas nous le dire, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient pour vous les créateurs? C'est les deux, hein. Avantage, il y a beaucoup plus d'avantages parce que même quelqu'un qui est en Chine peut voir ce qu'on fait. Et aujourd'hui, si plusieurs artistes sont en train de tourner, c'est parce qu'il y a des plateformes comme YouTube, des plateformes comme Facebook, tout ça. Une personne qui est aux États-Unis peut faire un son qui cartonne, on voit sur YouTube, on peut l'inviter au Nigeria, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup d'avantages avec Internet et on peut gagner de l'argent aussi avec ce qu'on fait sur Internet. Donc les avantages sont là, mais il y a aussi des inconvénients parce qu'avant on pouvait vendre des CD, on pouvait vendre des DVD comme ça, des cassettes même, on le faisait, mais c'est pas tout le monde qui avait accès à ces DVD. Donc il y a des avantages et des inconvénients, mais il y a beaucoup plus d'avantages. On n'y peut rien, c'est le monde comme ça évolue. Il y a beaucoup plus d'avantages. Est-ce que l'humour, pour un jeune africain, parti du Congo, nourrit son nom? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, ça nourrit, sinon on n'aurait pas pu... sinon on aurait arrêté. Donc il y a de quoi calmer les parents. Bah oui, parce que moi je suis prof de lycée de formation. Oui. Donc j'ai arrêté un moment parce que je m'énervais toujours quand j'enseignais, j'étais toujours énervé. Mais quand j'ai commencé à faire l'humour, tout le monde n'était pas d'accord. Les gens ne voient pas forcément est-ce que ça marche, est-ce que tout le monde peut réussir, est-ce que... Quand ils voient que tu commences à voyager, quand ils voient que tu as des cachets ou tu gagnes le salaire de quelqu'un qui gagne en un mois, toi tu le gagnes en une nuit, en une journée, voilà, les gens ils te prennent autrement, il y a beaucoup d'avantages et puis ça te permet d'avoir un carnet d'adresses, de rencontrer de nouvelles personnes.
Si moi j'ai été toujours enseignant, peut-être qu'aujourd'hui je ne serais pas ici en train de faire cette émission. Peut-être en train de préparer les fiches. En train de préparer les fiches et corriger les copies, tout ça. Énervé. C'est énervant tout ça. Donc dans chaque classe tu as toujours un idiot, tu as toujours un élève qui t'énerve. Toujours, toujours. On ne sait pas pourquoi, comme si on fait la sélection. Je ne dis pas que le métier d'enseignant c'est un mauvais métier. Il y a des enseignants qui se retrouvent, qui gagnent très bien leur vie. Mais personnellement, voilà, je préfère l'humour parce que je travaille quand je veux. Je travaille quand je veux. Si voilà, l'émission ne me plaisait pas, j'allais dire, écoute, moi j'ai pas envie de faire l'émission. Personne ne va me blâmer, personne ne va me dire quoi que ce soit. Mais quand tu fais un cours, le directeur des études a le droit de te blâmer, de dire que tu n'as pas préparé le cours, tu n'as pas déposé l'examen de ceci ou de cela. Donc ça a changé le regard un peu de l'environnement, de nos proches, de nos amis. Ils voient autrement, ils comprennent que voilà, tu peux subvenir aux besoins, tu peux... voilà quoi, c'est comme ça. Mais avant, moi, il y a même des filles qui refusaient. Et dans ta classe, il y a des filles qui refusent. Et maintenant, est-ce qu'elles sont revenues là? Mais elles sont revenues, mais c'est trop tard, c'est trop tard. Je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus rien faire. Mais nous, on nous disait, non, mais Welfare, écoute, tu ne peux pas faire autre chose d'intéressant. Hein? Il y a beaucoup de formations, est-ce que tu peux pas, tu trouves pas les autres cherchent du boulot, est-ce que ça là vraiment ça peut t'emmener quelque part vraiment? Oui, c'est vrai que tu es talentueux, c'est vrai, mais dommage. Elles ont eu le temps d'ajouter quelque chose sur le mais? Oui, mais maintenant là c'est oui, mais je savais toujours que tu allais réussir. Comme mais si, ben, ce que tu faisais là en tout cas, ça a marché, hein? Moi je savais toujours que quitte là. Welfare, tu aimes beaucoup la musique? Ah oui, oui, beaucoup, beaucoup. Ouais. Et chaque fois que tu écris un sketch, tu penses il y a beaucoup de musique. Comment fais-tu pour connaître toutes les tendances et les inclure, les introduire dans tes sketchs? Tout ce qui est autour de nous est aussi peut produire une inspiration qui est intéressante, qui peut faire. L'humoriste, il s'inspire de la réalité de sa société, de tout ce qui se passe autour de lui. Donc moi je suis quelqu'un, voilà, j'écoute beaucoup la musique, j'aime chanter d'ailleurs. Je suis même en train de prendre des cours de guitare. Peut-être que dans les spectacles, je vais maintenant faire des... Donc je me dis, dans chaque chanson, il y a forcément un truc qui peut faire rire. Il y a forcément un truc qui peut faire rire. Surtout qu'aujourd'hui la musique elle a l'air d'être un peu plus facile parce que voilà, il suffit d'avoir un son qui est travaillé. On a des outils même sur internet, des sons qui sont déjà préparés, qui sont gratuits. Donc quelqu'un il peut juste mettre sa voix, chanter et puis voilà. C'est vrai que c'est pas pour sous-estimer le travail de musicien, c'est très difficile. Mais moi en écoutant la musique, je m'inspire beaucoup. Il y a autre chose qui a beaucoup influencé ça aussi, c'est que je regarde les prédications en ce moment. Beaucoup de pasteurs, quand ils font leurs prédications, il y a toujours un fond sonore qui suit là. Donc je me dis, on peut le faire en humour aussi avec un son. Et voilà, les gens rigolent, ça ajoute un truc dans ce qu'on fait. Innover un peu en art. Ouais, c'est cela. C'est très important. Tu es en train de faire des cours de guitare, tu prends les cours de guitare pour finir chanteur? Non, après on sait jamais, hein. Après on sait jamais, mais c'est parce que j'aime d'abord chanter, j'aime la musique, pas au-delà d'être un musicien ou je sais pas quoi, mais je suis quelqu'un qui aime la musique, qui chante beaucoup. Avant même chaque scène, j'écoute beaucoup la musique, donc voilà, si je sais jouer à la guitare, me chanter des chansons moi-même, ça me ferait du bien, et chanter des chansons de mes proches. D'accord. Welfare, on t'appelle le king de l'humour ou tu tends à devenir le king de l'humour? Moi, je me dis toujours que personne n'est plus que moi. C'est une phrase que je me dis à moi, je suis unique à mon genre. Avant chaque scène, je le dis toujours. Je me prends toujours pour un roi, je me prends toujours pour... C'est une façon à moi de me motiver, c'est une façon à moi de me mettre la pression. Parce que je me dis, quand on est roi, quand on est king, on sait forcément qu'il y a des gens qui sont pas contre, qui sont contre le fait qu'on soit king. Donc voilà. Maintenant, il faut dire qu'au Congo-Brazzaville, je suis peut-être le seul ou l'un des humoristes qui a fait beaucoup de scènes, qui organise
pas mal de soirées à Brazzaville où je réunis dans les 700-600 personnes dans la salle, sans sponsor, sans faire des panneaux publicitaires, je sais pas quoi, juste une communication Facebook. Donc je me dis, si j'arrive à le faire, moi je me dis, personne n'est plus que moi, je suis plus que tout le monde. Voilà. Maintenant, chacun dans son côté, s'il peut se prendre pour un king aussi. De toute façon, il y a beaucoup de royaumes. Hein. Oui. Voilà. Nous-mêmes au Congo, on a eu le royaume Congo, le royaume Téké, voilà. Chacun est roi à sa manière. Quel est le summum, le Graal pour un humoriste? La consécration. Chacun a sa limite. Chacun a sa limite. Moi, pour l'instant, je me dis, le jour où je serai capable de faire un sketch en chinois, faire rire les Chinois, aller aux États-Unis, faire rire les Américains, je sais que si tu parles déjà anglais, tu peux aller jouer partout. Le jour où j'arriverai à ce niveau-là, de faire des spectacles partout, même en Corée du Nord, je sais que le gars là, il écoute, il comprend l'anglais. Corée du Nord, il rigole. Je dis, ah, c'est bon. J'imagine Welfare autour d'une table avec des convives. Ils s'attendent à ce que tu puisses les faire rire, ou c'est juste un membre de la famille, un homme qui est assis, qui a besoin de profiter des siens? C'est vrai qu'il y a beaucoup de pression quand les gens te disent que voilà, on est là, on t'invite pour que tu nous fasses rire. Ça met beaucoup de pression et c'est difficile que le rire arrive. Mais quand c'est naturel, je pense que il y a beaucoup de gens qui sont très contents d'avoir ma compagnie d'ailleurs, parce qu'ils savent que même s'ils ne me le demandent pas, on va forcément rire. Même s'il y a des moments où je suis très sérieux, il y a des moments où je suis vraiment sérieux. Mais je suis quelqu'un de, la plupart de mon temps, je suis quelqu'un qui aime là où il y a le rire, là où, voilà. Donc les gens qui sont avec moi, ils savent que quand Welfare est là, ça va forcément faire rire à un moment, même s'ils ne me le demandent pas. Voilà. Même moi-même, ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Voilà. Merci beaucoup Welfare, c'était un plaisir. En tout cas, le plaisir est partagé. Merci à toutes les personnes qui nous suivent aussi et à toi de me donner cette opportunité. Voilà, j'espère qu'il y aura d'autres occasions. Bien sûr, et on va se retrouver sur scène. Oui. On va te retrouver. Oui, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à suivre toujours mes réseaux sociaux, c'est important. Parfois, il y a des programmes qui arrivent pour découvrir mon actualité. Voilà, je fais beaucoup de directs aussi sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à aller voir, à aller prendre le temps surtout d'écouter. Parfois, il y a des gens qui se limitent juste à l'habillement. Ils voient juste ce que tu as apporté. Ah, il est mal habillé, on dit qu'il fait Paris. Non, il faut essayer d'aller un peu plus loin, prendre le temps d'écouter, prendre le temps de découvrir aussi de nouveaux horizons. C'est important. Voilà. Sapeur, tu as l'âme d'un sapeur ou pas? Oui, mais comme tout Congolais, hein, nous c'est dans le sang, c'est dans le sang, le Congolais, depuis les André Grenard, Machoua, depuis tous les gars, là, la colonisation même, quand les Blancs ils sont arrivés, ils ont vu que nos rois, ils savaient déjà s'habiller, ils respectaient les couleurs, s'ils avaient du raffia, ils savaient qu'il avait des colliers ici, ils devaient avoir des trucs. Donc tout ça a été, nous on a l'âme, donc c'est dans le sang. Quand tu t'habilles mal, ton corps, lui se clignote, parfois ça bip, il y a des trucs, quelque chose qui ne va pas avec toi. Hein? C'est pour ça que vous allez voir que il y a beaucoup de gens parfois qui font des mauvais rêves, parfois c'est l'habillement. C'est l'habillement, tu rêves, on te poursuit, mais c'est ce que tu as porté. C'est un clin d'œil à tous les sapeurs. Merci de nous avoir suivis. Merci à Welfare. Bonne continuation. On va se retrouver d'ici là. On te retrouvera sur scène. Et merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes, de nous avoir suivis. Restez connectés, branchés sur Wotin Vegas TV pour On en parle avec amour.